On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du camp You qui va vivre un été, disons, très particulier avec toutes ces mesures. Mais d'abord, aujourd'hui, lundi 1er juin, il y a une grande réouverture et c'est celle des centres d'achat. Et puis chez nous, bien sûr, le Carrefour Richelieu. C'est un grand jour aujourd'hui, en ce lundi 1er juin. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ça aussi. Oui, il y a eu un plan de déconfinement mis en place de façon graduelle et régionale au Québec ces dernières semaines. Là, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est celui de la réouverture des centres d'achat. Puis ici, dans la région, évidemment, ça a un impact direct sur le Carrefour Richelieu, qui appartient au groupe Westcliff. On rejoint à cet effet M. Marc Montpetit. Bonjour à vous, salutations. Oui, bonjour. Je présume que pour un groupe comme le vôtre, on attendait cette nouvelle avec impatience? Oh, absolument. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on se préparait. On a rédigé un protocole pour l'ensemble de nos propriétés. On a mis en place toutes les mesures recommandées et même plus. Donc, oui, on attendait avec impatience et on est prêt. On est prêt à recevoir nos clients. Bon, pour le groupe Westcliff, je parlais du Carrefour Richelieu ici à Saint-Jean, mais vous avez également d'autres propriétés au Québec? Oui, absolument. Nous sommes présents à Granby, Drummondville, Saint-Jérôme, Terrebonne. Plusieurs de nos centres aussi sont dans la CMM, donc n'ouvrent pas encore aujourd'hui. On pense à Carrefour en Grignon, Place Vertu, mais les centres aussi à l'extérieur, donc sur la Côte-Nord, Bécomo, Sept-Îles, fait que Val-d'Or. Donc, on est présent un peu partout et toute notre équipe est au boulot ce matin-là. Bon, sachant que le Carrefour Richelieu et d'autres de vos centres d'achat finiraient bien par ouvrir un jour, comment on s'est préparé dans les dernières semaines à mettre en place la réouverture qui est applicable aujourd'hui? Bien, dans un premier temps, je vous expliquais tantôt, on a rédigé avec une équipe de gestionnaires tout un manuel de procédure vraiment adapté à la problématique. On a conçu de la signalisation pour faire des corridors de circulation à sens unique à l'intérieur du mail. Donc, les gens vont être invités à circuler d'un côté du mail, un peu comme sur une autoroute, pour éviter justement que les gens soient à proximité l'un de l'autre. Installer aussi des aires d'attente devant certaines boutiques, parce que certaines boutiques vont devoir limiter les accès parce qu'ils ont une superficie plus petite. Donc, on va permettre à leurs clients d'attendre dans le mail, mais encore là, on va s'assurer que le 2 mètres de distanciation est respecté. Il faut absolument éviter les attroupements, qui est un risque. Donc, notre personnel, nos agents de sécurité vont passer, vont poliment, gentiment, mais fermement aviser les clients qu'on ne peut pas se regrouper et discuter. Il faut faire ce qu'on a à faire et quitter ensuite. On a en plus mis des mesures de nettoyage, des mesures sanitaires beaucoup plus poussées. Là, toutes les surfaces qui sont en contact avec les gens sont nettoyées fréquemment. Les toilettes, on a limité l'accès. Malheureusement, il y a certains services qu'on ne peut plus offrir. Par exemple, vous le savez, on prêtait gentiment des poussettes pour les enfants, des fauteuils roulés pour nos clients handicapés. Malheureusement, on ne peut plus faire ça. Service à la clientèle, la gamme de services qu'on va offrir va être limitée. On a dû retirer le mobilier de maille. Encore là, c'est évident. Nos restaurateurs peuvent être ouverts en mode pour emporter seulement. On n'a pas encore reçu l'autorisation pour réouvrir nos places assises dans les foires commerciales. Donc, c'est un ajustement. On va voir comment ça va se dérouler. Je pense que les autorités vont nous regarder sous la loupe, vont voir comment vont se comporter nos clients et au fur et à mesure, peut-être alléger un peu les procédures. Bon, il y a plusieurs éléments dans vos réponses, M. Montpetit. D'abord, une question à l'égard des locataires. Bon, parce que le Carrefour, les centres d'achat sont responsables de ce qui se passe, évidemment, pour les allées et venues des clients, mais une fois que le client il rentre dans l'espace du locataire, est-ce qu'il est de sa responsabilité de mettre en place les mesures? Est-ce que vous devez leur apporter des conseils ou du support là-dessus? Ou même avez-vous droit de regard sur la façon dont vos locataires mettent en place les mesures sanitaires?
Bon, on a un certain droit de regard. Je dois vous avouer, puis j'ai fait à date, j'ai commencé ma tournée. Les commerçants qui sont ouverts ont pris leurs responsabilités et chacun ont mis en place là, les mesures requises, contrôlent les accès, s'assurent qu'à l'entrée du commerce, les gens se lavent les mains. Leurs employés, j'ai remarqué, portent tous un couvre-visage, certains même une verrière. Donc, les gens ont pris ça sérieusement. La CNESST avait produit un excellent document pour les commerçants. Plusieurs commerçants aussi, vous savez, étaient ouverts déjà parce que ces gens-là avaient un accès extérieur ou faisaient partie des commerces essentiels. Donc, il y a une expertise là, qui s'est développée au cours des dernières semaines. Puis, on le voit là, sur le terrain, sur le plancher, ça fonctionne bien. Une excellente réponse de nos détaillants. Les gens sont organisés. Les gens sont heureux d'être ouverts. J'ai eu des sourires partout ce matin. Donc, c'est positif, so far. Bon, vous avez fait référence à la restauration. Donc, on comprend que, parce qu'il y a quand même des restaurants dans les centres d'achat, ils peuvent être ouverts dans la mesure où les clients repartent avec la nourriture ou, dans certains cas, peut-être pour accommoder même des employés des boutiques là, dans le centre d'achat. Mais évidemment, on ne peut pas s'asseoir aux tables près des restaurants. Exact. Les tables sont condamnées, donc on ne peut pas y accéder, on ne peut pas s'asseoir. On a eu des rubans de sécurité tout le tour. Si les gens veulent aller manger à l'extérieur ou apporter chez eux, ou comme vous dites, des employés qui veulent manger dans l'arrière-boutique peuvent le faire. Et je pense que la plupart des détaillants ont une politique là, en ce sens et ont développé des menus particuliers, des façons là, sécuritaires là, de produire des repas pour emporter. Donc, ça va bien de ce côté-là. Vous avez parlé tantôt de mobilier urbain. Donc, est-ce qu'on en déduit que parfois, dans un centre d'achat, il y a des bancs à chaque temps de pied? Là, il y a comme un banc pour s'asseoir, se reposer un peu. Donc, ça, de ce que je comprends, ça a été retiré ou interdit d'accès? Ça a été retiré. Tout ce qui n'était pas fixé au sol a été retiré. Non seulement pour des mesures hygiéniques et sanitaires, parce que ce sont des surfaces qui peuvent porter le virus, mais aussi ce sont des lieux naturels pour des regroupements. Donc, ces mobiliers-là ont été soit retirés lorsque c'était possible, ou soit l'accès en est interdit maintenant à cause de ces raisons-là. Vous avez dit tantôt, évidemment, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement. Et je me rappelle à la mi-mars, quand le premier ministre Legault commençait son plan de confinement, l'un des arguments amenés pour fermer les centres d'achat, c'était beaucoup en lien avec les personnes âgées qui souvent vont passer du temps dans les centres d'achat, se regrouper pour prendre un petit café également. Donc, c'était un des arguments amenés pour dire, bien, on ferme les centres d'achat, entre autres parce que les personnes âgées ont une petite tendance à se rassembler. Évidemment, c'est quand même une part importante de votre clientèle. Est-ce que ça, il y a comme une certaine surveillance ou conseil à apporter auprès de cette clientèle-là qui a peut-être le goût, peut-être, justement, d'aller se promener au centre d'achat? Absolument. Moi, je dis souvent, vous savez, le centre commercial a remplacé le perron de l'église. C'est là que tu rencontres aujourd'hui tes voisins, tes cousins, tes cousines. Mais malheureusement, c'est pas possible. Nous, comme je vous disais tantôt, nous, on fonctionne avec plein personnel au niveau de la présence sur le plancher. Nos agents de sécurité, comme je vous disais tantôt, vont intervenir, vont éviter que des gens se regroupent, vont s'assurer, par exemple, si deux personnes sont ensemble, qui proviennent du même foyer, de la même famille, mais le tout bien gentiment, nous l'espérons, et idéalement dans le respect de nos clients. Comme je vous dis, c'est une éducation qui est à faire. On est beaucoup mieux préparé et beaucoup mieux informé qu'on l'était au moment où on a amorcé le confinement. Je pense que les gens ont appris beaucoup de ces quelques semaines là, à ne pas avoir accès et les gens qui opèrent aussi ont appris beaucoup. Donc, je pense que ça va bien aller. Bon. Vous avez fait référence tantôt aussi au bloc sanitaire, donc les toilettes. Bon, généralement, dans un centre d'achat, il y a comme une place, généralement près de la restauration. Dites-moi, ça va être quoi la séquence de nettoyage de ces blocs sanitaires pour les clients? Oh mon Dieu, il y a certains types d'interventions. Pour vous donner une idée, on le faisait dans un cadre opérationnel normal, c'était aux 30 minutes ou à l'heure. Maintenant, on n'a plus que doublé les fréquences. Et on a des gens qui sont, par exemple, notre personnel à l'entrée au niveau des portes. Vous savez, on est en contact avec les portes lorsqu'on doit laisser la porte fermée. Les gens à l'entrée ont
le désinfectant est ce qu'il faut pour, à chaque personne, ils vont nettoyer la porte. On va jusque-là. Pour ce qui est des toilettes, on a limité, par exemple, on a fermé une stalle sur deux pour justement qu'il y ait plus de distance. Et on est excessivement présent là, pour le nettoyage. Nos salles d'allaitement, parce qu'on offre un service de salle d'allaitement à nos clientes, sont toujours ouvertes, mais entre chaque présence, il y a une équipe qui désinfecte, qui nettoie avant que l'autre personne arrive pour un allaitement supplémentaire. C'est quoi l'impact économique des centres d'achat dans l'économie? Parce qu'à chaque fois qu'on avait un vecteur de l'économie qui rouvrait, on disait, ouais, bon, mais ça vaut tant du PIB, la construction, puis là, les commerces avec des portes extérieures. Quoique aujourd'hui, dans vos centres d'achat, il y a quand même certains commerçants qui ont déjà des portes extérieures, du genre un peu Best Buy chez vous ou d'autres, là, ou Surplus ARD ou l'Aubainerie, exemple. Mais c'est quoi l'impact économique des centres d'achat dans la nouvelle économie où on dit qu'il faut acheter localement? Certains commerçants mettent aussi du commerce électronique, mais il y a encore une place dans l'économie pour partir de chez soi, aller au centre d'achat, se balader à l'intérieur puis voir des trucs, là. Ah, absolument, absolument. Les commerçants vont s'adapter à cette nouvelle réalité-là, nous aussi. J'ai connu, moi, déjà une certaine transition. À mes débuts dans la gestion des centres commerciaux, on avait des boutiques qui faisaient du développement de films ou des agences de voyage. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par exemple, des centres de services pour des distributeurs de téléphones cellulaires. Donc, il y a une adaptation qui se fait, bien entendu. Les commerçants, je pense, qui réussissent vont être présents autant dans le commerce électronique que dans le commerce physique. Les clients apprécient voir, toucher, acheter. Les centres commerciaux, ce sont aussi, dans la plupart des marchés dans lesquels nous sommes présents, on est le plus gros payeur de taxes de la municipalité. On est souvent un des plus gros employeurs, si on fait le total de toutes les personnes. Et, par exemple, Carrefour Richelieu, une très forte proportion de nos locataires, ce sont des commerçants indépendants. Ce sont vos voisins là, qui habitent sur la rue, qui opèrent une bijouterie ou un franchisé, par exemple. Ce sont des gens qui sont locaux. Et oui, je pense qu'il va y avoir une nouvelle réflexion à l'effet que les commerçants vont acheter de plus en plus locaux pour revendre des produits qui proviennent. Je pense qu'on s'en va vers un modèle amélioré du centre commercial, mais que les gens vont continuer d'apprécier. Et quand on parlait aussi d'impact économique, parce que la fermeture entraîne forcément des pertes un peu pour tout le monde, pour une société comme la vôtre, pour vos locataires également, est-ce qu'il y a eu des programmes d'aide de la part du fédéral ou du provincial qui aident vos locataires ou qui aident une société comme Westcliff? On a eu des programmes d'aide un peu comme tout le monde. Par exemple, pour nous, on a maintenu tous nos employés avec nous. Pas fait de mise à pied, même pendant la fermeture. On voulait être parfaitement opérationnel à la reprise. Et on ne le regrette pas. Il y a des commerçants qui peuvent être éligibles à certaines mesures d'aide pour le loyer. À ce moment-là, il y a des discussions là, qui ont lieu au cas par cas. Et malheureusement, il y a des commerçants qui ont eu de la difficulté et qui s'en remettront probablement pas. Mais on va tout faire, nous, de notre côté, pour maintenir une offre là, de qualité à nos consommateurs. Marc Monpetit, merci infiniment. Et donc, célébrons donc cette réouverture du Carrefour Richelieu en date d'aujourd'hui, lundi 1er juin. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de camp de jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Dans les dernières semaines, il y a plusieurs parents qui se demandaient bien ce qui allait arriver avec les fameux camps de jour. Là, vous avez vu la décision du gouvernement de permettre les camps de jour. Il y a quand même des mesures à respecter. La semaine dernière, on a évidemment parlé de cet enjeu-là du côté plus ville, avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais il existe également des camps privés quand même très, très, très importants qui existent depuis fort longtemps sur le territoire. C'est le cas du camp You et on rejoint à cet effet Frédéric Lanoux. Salutations, bonjour. Comment allez-vous, M. Latour? Bien, moi, ça va très, très bien. Vous aussi, je présume, quand vous avez appris la nouvelle de la réouverture des camps? Bien, écoute, on n'était pas très surpris, hein, by the way. On n'était pas vraiment surpris, mais on était vraiment heureux de la tournure des événements. C'est certain que c'est pas simple, opérer des camps en 2020, mais on était quand même bien contents. On s'était préparé d'avance, là. Bon, dis-moi, le camp chez You, là, on parle de combien de jeunes, combien d'animateurs. Bref, c'est quoi la dimension du camp You? Bien, nous autres, en réalité, camp You, évidemment, il est connu à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les deux sites, c'est-à-dire Marcellin-Champagnat puis le Collège militaire du côté de Saint-Jean. Mais You, c'est plus que ça, là. On est dans 15 sites au Québec, là. Fait qu'on a beaucoup de camps municipaux. Ah oui. Mercier, Sainte-Catherine, Candiac, toute la Rive-Sud de Montréal. On a beaucoup en Estrie aussi, en Actonville. On a beaucoup de camps municipaux. Venise en Québec, qui est peut-être des gens de Venise qui écoutent présentement. Donc, Saint-Mathieu, on a plusieurs camps. On a 15 endroits au Québec. Une quinzaine d'endroits, donc, où vous, dans le fond, vous gérez des camps aussi en collaboration avec des municipalités aussi? Bien, beaucoup de cas, c'est des appels d'offres publics. Les municipalités délèguent une partie de leur service de loisirs à un organisme privé. On le fait dans l'aquatique avec le groupe de MISA, puis camp You, on le fait aussi pour la portion camp Joe. On gère le camp Joe pour la ville. Donc, mettons, à Ville-Mercier, c'est le camp Tornade géré par You. OK. Et dans le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour les sites du Collège militaire et de Marcellin-Champagnat, ça, évidemment, c'est un camp directement privé où les gens font affaire avec vous directement. Directement privé, comme on en a un en Estrie à Ayers-Cliff au Collège Massawilpi, comme on en a d'autres ailleurs. Mais Saint-Jean, oui, c'est particulier parce que c'est là que ça a commencé. Ça a commencé au collège. Maintenant, on a un deuxième site pour pouvoir accommoder plus d'enfants. Cette année, avec les ratios, évidemment, on va devoir limiter le nombre d'enfants inscrits parce qu'il y a les ratios qui font en sorte que ça a un impact sur le nombre d'enfants qu'on peut accueillir. Mais c'est aussi les plateaux intérieurs, tu sais. Au Collège militaire, exemple, on a des beaux grands gymnases, terrain de squash, salle d'aérobie, sauf que dans la vraie vie, on est capable de mettre beaucoup d'enfants, une trentaine d'enfants dans une salle d'aérobie, mais là, avec la réalité 2020, peut-être 15 enfants dans la salle d'aérobie quand on est plus avant. Avez-vous une liste d'attente au niveau des inscriptions? Avez-vous un quota maximum ou à un certain moment, vous ne pourrez pas dépasser ça à cause des lieux ou même à la limite à cause du recrutement de ressources humaines, d'animateurs pour s'en occuper? Bref, c'est quoi le topo en date d'aujourd'hui? On était assez bon au niveau du recrutement parce que le recrutement, généralement, des animateurs se fait plutôt en hiver, là, quelque chose comme février. On était déjà prêt. Avec la baisse des ratios, on se dit on va devoir engager plus d'animateurs, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité fait en sorte qu'il va y avoir moins de monde qui vont vouloir venir au camp de jour pour des raisons sanitaires, des raisons de non-emploi, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas encore retourné travailler, là, les restaurateurs, ceux qui travaillent dans les bars, l'hôtellerie. Donc, les enfants de ces parents-là n'enverront peut-être pas leurs enfants au camp de jour. Donc, on estime qu'il va y avoir une baisse naturelle d'environ 20 à 30 d'enfants. Et ensuite de ça, bien, à cause des normes, à cause de la distanciation puis de l'espace qu'on a à notre disposition, nous, on a plafonné. Au Collège militaire, on tombe à 125 seulement enfants présents. On a éliminé les camps spécialisés. Exemple, camp de hockey, patinage artistique, ces choses-là, on les a éliminés. Les sorties extérieures aussi, aux îles de Granby, machin, on les a éliminés. Fait que là, on est à 125 dans un camp régulier qui est un camp sportif à vocation activité physique et saines habitudes de vie. Par contre, à Marcellin-Champagnat, on est à 200. Parce que Marcellin-Champagnat, il y a aussi beaucoup d'espace extérieur, mais plus de plateaux intérieurs. Bon, là, après ça, une fois qu'on comprend qu'il y a, bon, peut-être de façon un peu naturelle, un peu moins de jeunes, ce qui va compenser pour vos animateurs et atteindre les fameux ratios demandés par le gouvernement. Puis on comprend qu'il n'y aura pas de sortie puis ces trucs-là. Mais là, après ça, comment ça va se gérer, comme disent les Anglais, au day-to-day, là?
Là, il fait beau, il pleut, est-ce qu'il y a de la piscine dans le portrait? Comment on fait laver les mains? Comment on mange pour le dîner? Les toilettes? Je ne sais pas. C'est quoi la logistique que ça va vous demander sur une journée typique du camp You? Les journées typiques, évidemment, ne rassembleront pas à ce qu'on avait avant, mais il va y avoir on garde la vocation sportive. Nous autres, on veut vraiment que ce soit un camp de jour actif. Puis ça demeure un camp de jour certifié. On veut vraiment garder une programmation ludique de haute qualité, avec un espace de haute qualité. Nos animateurs sont déjà en formation. On veut garder cette programmation dynamique-là. La réalité 2020 va faire en sorte que chaque plateau, chaque groupe, les petits groupes vont avoir des plateaux à eux, un espace intérieur à eux. Dès qu'ils sortent du plateau, le matériel va être déposé dans un bac, va être désinfecté pour qu'un autre groupe utilise le même matériel et joue à un autre jeu. Sauf que la santé publique nous a demandé d'aller à 80 dehors, favoriser les activités extérieures. On le faisait déjà à You, mais là, ça va être encore plus vrai cette année. Les parents, par exemple, ça va être intéressant, les parents n'auront plus accès à l'intérieur des camps. Donc, il va y avoir un débarcadère. Quand vous arrivez au collège militaire, ceux qui connaissent l'endroit, il y a un débarcadère naturel. Il va y avoir une tente d'accueil pour le service de garde. Le parent va prêter son enfant au camp de jour pour la journée, mais va rester dans l'auto. Nous, on va prendre les inscriptions de façon électronique. L'enfant est bien inscrit. On n'a pas de symptômes de la maladie. Ouais. Et ensuite de ça, si le parent veut parler à un coordonnateur ou un animateur, il va aller se stationner, un petit peu comme au McDonald's quand ta commande n'est pas prête. Tu te stationnes plus loin et là, on vient te rencontrer à ton auto pour discuter du cas de ton enfant. Puis là, les enfants arrivent le matin, c'est quoi? Ils se lavent les mains? Est-ce que les animateurs ont des masques ou des visières? Les animateurs ne travailleront pas avec des masques, évidemment, pour des raisons évidentes. C'est quand même un travail actif. Là. Mais à l'accueil, oui. À l'accueil, on va les accueillir le parent avec un masque. Et puis, oui, la première chose à faire quand on rentre dans le camp, c'est de se laver les mains. Donc, puis ensuite de ça, le matériel va être isolé dans ton petit local parce que les ratios sont maintenant maximum de 10. Ça, c'est pour les plus vieux, les 9-12 ans. Donc, tu as maximum 10 enfants dans le même groupe. Donc, chaque groupe a son local. Au collège militaire, exemple, on utilise des vestiaires de hockey. Chaque vestiaire de hockey a un groupe. Même chose en Marseillais-Saint-Champagnon, on va probablement utiliser des salles de classe. Donc, chaque salle de classe devient un local pour les enfants. Bon, là, on dit 80 du temps dehors, oui, mais il finit toujours par mouiller une journée ou deux dans la semaine. Là, quand on va se retrouver à l'intérieur, ça va être quoi la dynamique à ce moment-là? À l'intérieur, là, il y a beaucoup de nouvelles normes. Vous allez pouvoir aller voir sur la santé publique. L'Association des camps l'a diffusé aussi là, sur camp.qc.ca. Donc, camp avec un s.qc.ca. Si les parents sont inquiets, peuvent aller consulter ce lien-là. Il y a des signalisations, de la signalisation, mettons, pour le sens du trafic dans le corridor. Donc, on marche, non, on déambule, par exemple, dans le collège militaire, de nord à sud, dans ce sens-là, dans ce corridor-là. Si tu veux faire sud-nord, bien là, il faut que tu ailles dans un autre corridor, tu passes par l'aréna, tu fasses un grand détour. Donc, les animateurs sont en train d'apprendre comment bien se déplacer sans croiser un autre groupe. Évidemment, on va communiquer avec des CB. Tous les animateurs ont des CB, ça parle beaucoup. Et on a une brigade. On a formé une brigade de coordonnateurs expérimentés qui, eux autres, sont présentement à pied d'œuvre dans chacun de nos sites, nos 15 sites au Québec, pour mettre en place le site fonctionnel. Donc, comment on peut travailler, animer, jouer fonctionnel avec la santé publique et les nouvelles normes dans chacun des plateaux. Donc, voilà. Bon. Et question hypothétique, mais quand même fondée, puis on regarde dans les dernières semaines la réouverture des écoles primaires et des garderies. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu quelques petits cas d'éclosion. On a eu la semaine passée à Saint-Hyacinthe, d'ailleurs, dans une école primaire. Advenant que ça arrive chez vous, qu'est-ce qu'on va faire? Disons que vous apprenez aujourd'hui que le petit gars de 8 ans qui est venu hier, finalement, il est positif ou ses parents le sont. Comment on va gérer ça? Bien, écoute, premièrement, on va avoir des locaux d'isolement. Donc, animateurs et enfants pourraient être isolés si jamais on décèle des signes et symptômes. Donc, l'enfant et les animateurs peuvent être isolés dans ce local-là, qui devient une espèce de garderie adaptée pour la COVID. On en a plusieurs dans chacun des plateaux, dans chacun des sites. Et puis ensuite de ça, si vraiment il y a une éclosion, puis on se rend compte que ça vient du camp et que les enfants
Évidemment, nous, à tous les jours, l'enfant doit répondre Ouais. à des petites questions, identifier Ouais. si l'enfant a côtoyé des gens malades, s'il y a des symptômes, des signes et symptômes. Si l'enfant en a, bien, premièrement, on ne l'amène pas au camp, c'est certain. Là, Ouais. le parent va être au courant. Puis, deuxièmement, bien, là, on va se fier à la santé publique puis aux hôpitaux. Comment on deal avec une espèce d'éclosion dans un site? C'est comme une école, c'est comme n'importe quel milieu de Ouais. travail. Donc, s'il y a une éclosion dans le camp de jour, comment nous, on va se revirer de bord pour pouvoir protéger les autres enfants? On est chanceux à Saint-Jean, si jamais une éclosion arrive là, il y a possibilité de faire ça ailleurs. Puis au collège militaire, cette année, les élèves officiers vont arriver un petit peu plus tard, fin juillet. Ouais. Donc, le complexe sportif, il va être que pour le camp You, là. Vous commencez à quelle date? 22 juin. C'est fini quand? Bien, en réalité, ça finit à certains endroits le 14 août, à d'autres endroits le 21 août. Là. Saint-Jean-sur-Richelieu, au collège militaire, le 14, mais on traverse de l'autre côté jusqu'au 22 août. Frédéric Lanoux, merci beaucoup, puis bonne chance là, pour cet été un peu particulier, disons. Merci, Éric. Ça Merci. fait plaisir. Salut. Reste avec nous au retour, le mot de la fin. Une bonne nouvelle pour les citoyens de la MRC de Rouville, qui est une MRC principalement rurale, avec l'implication du gouvernement, député Roberge, entre autres, et compagnie de la MRC. Bon, on va être capable de déployer de l'Internet à haute vitesse. Il y a eu un appel de service. Je pense que Vidéotron est sur le dossier. Bref, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens. N'oubliez pas de Télébingo, dimanche 9h30, toujours en direct. Bye-bye, à demain.